Donc, en gros, ce que je peux dire, c'est que nous avons donc passé 3 années qui ont été assez intéressantes au niveau donc des activités de la COSIDEP. Voilà donc ce que je peux vous dire en résumé sur ces activités. Déficit dans quel domaine? Il a parlé des déficits de l'État, par exemple, comme les chefs que vous avez parlé de l'eau. Par exemple, si on parle à 70% des chefs, vous avez parlé des chefs. Donc, qu'est-ce que vous avez pu accompagner pour que ce déficit soit? Vous savez, le rôle de la société civile, c'est de contribuer pour pouvoir impacter positivement sur les résultats. Et nous, notre démarche, c'est une démarche donc participative. Ça veut dire que nous devons faire des contributions. Nous devons donc donner nos idées par rapport à tout ce qui se fait. Là, le fait est là, il est réel. Il y a un problème au niveau de la qualité des enseignements d'apprentissage. Et à tous les niveaux, je crois qu'il faudrait une analyse assez forte de la situation pour voir quel est le niveau de responsabilité de chaque entité. Nous, ce que nous pouvons faire, c'est en tant qu'organisation de la société civile, qui doit donc apporter sa contribution, c'est de voir les côtés où il y a des problèmes. Qu'est-ce qui a été donc indexé? D'abord, c'est le niveau de formation des enseignants, qui a été donc décrié. Ensuite, ce que nous avons vu aussi comme problème, c'est les effectifs qui sont extrêmement élevés. Aujourd'hui, allez dans toutes les écoles, ils l'ont dit tout de suite, qu'il y a des écoles où les enfants s'assoient à 4 par table. Ça, ce n'est pas des indicateurs qui peuvent donc nous amener vers la performance. Donc, il nous faut trouver des solutions. Mais regardez au niveau de la zone nord aujourd'hui. Il n'y a pas d'assiette foncière qui peut nous permettre de construire une école. Raison pour laquelle, donc, quand vous allez au niveau donc, de la zone nord, toutes les écoles que vous verrez là-bas, c'est des écoles à double flux. Et là, vous voyez donc que c'est extrêmement pénible comme situation, extrêmement pénible pour les enseignants, et il nous faut construire. Maintenant, on doit essayer donc de travailler avec les mairies, les collectivités locales, pour qu'elles puissent donc nous trouver des terrains pour construire assez d'écoles pour que les enfants donc puissent s'y voir. Et là aussi, le rôle des collectivités locales a été donc posé. L'éducation est une compétence qui est transférée aux collectivités locales. Mais les mairies, les conseils départementaux n'ont pas assez de moyens à injecter dans le système. Mais regardez au niveau du conseil départemental, avec 41 lycées que nous avons au niveau régional, c'est un budget qui fait tout juste 400 millions. Est-ce qu'avec 400 millions, on peut donc aider tous ces 400 lycées? Tous ces 41 lycées qu'on a au niveau régional. Ce n'est pas possible. Sans compter maintenant les autres écoles qui sont là, les CM, qui ont des problèmes de construction, des problèmes de place, etc. Je crois que donc il faudrait qu'on les appuie, qu'on essaie donc de donner nos idées pour qu'on puisse donc trouver des solutions. Et là, ça pose encore le problème du financement de l'éducation. Parce que les entreprises qui sont au niveau régional doivent apporter des ressources. Ça, c'est dans le cadre donc, de la responsabilité sociétaire des entreprises. Elles doivent donc apporter donc, des ressources pour pouvoir donc booster la qualité de l'éducation au niveau régional. Et je crois que le maire de Mounian ne nous démentira pas, parce qu'il y a un apport extrêmement important que les carrières font au niveau de sa commune. Vous voyez donc, en termes de résultats, c'est sûr que les résultats vont suivre. Je crois que donc il faudrait aujourd'hui lier la qualité de l'enseignement par rapport aux ressources qui sont injectées au niveau scolaire. Donc plus qu'il y a de ressources, plus les résultats doivent être de meilleurs résultats. Mais des fois, c'est le contraire que nous remarquons. L'État du Sénégal injecte beaucoup d'argent au niveau du système. Les parents d'élèves, les bailleurs de fonds. Mais toutes ces ressources-là n'ont pas donné les résultats qui sont escomptés. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Raison pour laquelle, donc, en 2014, il y avait les assises de l'éducation et de la formation pour voir comment faire pour que les dons puissent être changés. Mais malheureusement, nous sommes encore à ce stade-là. Et là aussi, il faudrait aussi décrier le temps de travail qui est imparti à l'éducation qui n'est pas bien rempli. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous avons organisé une activité
à l'entrée, à l'ouverture des classes, avant l'ouverture, pour demander à la communauté de s'investir pour que le quantum horaire soit respecté. Parce qu'aujourd'hui, on va vers une année qui va être extrêmement difficile. Vous voyez déjà, les syndicalistes sont en train de poser déjà des problèmes. Une année où il y a des élections présidentielles le 24 février. Une année où il y a une Coupe d'Afrique. Vous voyez donc, c'est une année qui risque d'être extrêmement difficile. Avec la tension qui est en train de monter, il nous faut trouver des stratégies. C'est pour laquelle donc, le mois passé, nous avions réuni tous les secrétaires généraux syndicaux dans le cadre de nos vacances pour l'école, pour qu'on puisse donc discuter sous forme de panel sur la question lancinante et qui encore risque d'être reposée. C'est par rapport aux ressources, par rapport à la stabilité qui doit avoir au niveau des écoles. La question donc c'était de voir comment nous pourrions faire pour que les indemnités soient mieux gérées. Et ce panel-là donc a été donc introduit par d'éminents spécialistes, parce qu'il nous fallait donc trouver des solutions gagnantes et des solutions pérennes, parce qu'il y a un déséquilibre qui a été donc noté au niveau du traitement salarial. Donc nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure tous ces problèmes-là soient aplanis. Je suis l'inspecteur de la Académie de Thiès. Vous êtes ici au conseil départemental sur l'invitation de la procédure. Est-ce qu'on peut savoir un peu comment vous appréciez la contribution des partenaires de la procédure dans le fonctionnement du système éducatif? Je l'apprécie à sa juste valeur pour son apport au niveau du système éducatif et le remercier surtout pour cette invitation à une audition publique de manager. J'ai été invité donc ce matin pour partager avec l'ensemble des acteurs du système éducatif régional sur les ressources, n'est-ce pas, qui sont mises à disposition au niveau de l'académie, les processus également qui nous ont permis d'arriver à des résultats et jeter les bases de perspective. Alors, donc, c'est un exercice auquel j'ai été soumis pour la première fois moi-même et je pense que ça m'a permis de comprendre véritablement l'importance de cette activité et comme ils l'ont suggéré d'ailleurs pour que tout le monde le fasse parce que ça permet à la communauté de savoir, n'est-ce pas, comment les ressources qui sont mises à disposition au niveau des structures sont utilisées pour arriver à des résultats. Et vous avez également été interpellé sur certaines difficultés au niveau de l'école primaire concernant la construction de salles de classe et de la ville. Quelle est votre réponse par rapport à ces Effectivement, beaucoup de questions ont été posées, certaines ayant trait aux infrastructures, mais vous savez, dans le cadre de plusieurs programmes, l'État intervient pour résorber les abris provisoires. J'ai donné l'exemple du projet Zéro abri provisoire qui a démarré déjà au niveau de l'Académie de Thiès et dont l'objectif est véritablement d'éradiquer l'ensemble des abris provisoires au niveau de la région. Il y a d'autres programmes parce qu'il y a des partenaires qui interviennent localement et qui appuient l'État, n'est-ce pas, dans ce programme d'éradication des abris provisoires. Oui, la question également a été posée par rapport aux écoles maternelles. Véritablement, c'est vrai que la région de Thiès, du point de vue démographique, se développe tous les jours et que donc il nous faut, dans la planification, prendre en charge cet aspect. Donc nous allons véritablement, compte tenu de tout ce qui a été fait, nous allons améliorer véritablement l'offre publique à ce niveau-là. Tout à l'heure, le responsable de la procédure a fait état d'efforts concernant le respect du temps préparé. On va vers une année scolaire qui risque d'être entre guillemets mouvementée. À votre avis, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre ce but? Oui, nous avons déjà démarré cette stratégie-là avec le Ubitei Diangetei. Vous voyez que par le passé, les élèves commençaient les cours presque vers la fin du mois de novembre. Il y a même des écoles qui démarraient au mois de décembre. Mais vous voyez que depuis 3 ans, les élèves démarrent les cours dans le courant du mois d'octobre et dès le premier jour de la rentrée. C'est un processus. C'est un processus. Et nous y sommes. Nous avons pu réussir, n'est-ce pas, à faire démarrer les cours dans le courant du mois d'octobre.
Et je sais que nous restons optimistes, malgré que cette année soit une année électorale, nous restons optimistes, n'est-ce pas? Et nous pensons que l'année scolaire, telle qu'elle a démarré, va continuer comme ça et nous permettra d'organiser les examens correctement. C'est aussi un problème en tant qu'autorité académique. Quelle perspective? Oui, cela ne devrait pas poser de problème cette année, naturellement, parce que nous avons payé toutes les indemnités et les déplacements liés au CFL et au BFM. Et même pour le bac, les indemnités liées au déplacement aussi ont été payées. Il ne reste que la surveillance du baccalauréat, pour lequel nous n'avons pas encore reçu le carton. Et nous pensons que nous allons le recevoir dans un avenir très proche, ce qui nous permettra d'oublier cette question-là. Mais pour le BFM et pour le CFE, vraiment, on a tout payé. Il n'y a plus de passif au niveau de l'académie.